Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Eh bien, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Voilà, c'est le début de la 5e saison des Clés de la Ville. Nous sommes dans la 39e ville, une ville qu'on connaît bien puisque nous avons démarré ici pour la première saison des Clés de la Ville. C'est à Nantes. On est ravis d'être avec vous. J'espère que vous avez passé un très bel été. La rentrée est chargée, très chargée en actualité. On va essayer pour vous, les amis, de décrypter toute cette actualité autour du logement, autour de l'urbanisme, et toujours avec le même concept, aller au plus proche des territoires avec les élus locaux que nous aimons particulièrement. Eh bien, je réitère ces Clés de la Ville pour la 5e saison avec mon ami Olivier Marin, rédacteur en chef au Figaro Immobilier. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Très heureux de démarrer cette 5e saison, 39e ville, c'est incroyable, mais c'est à chaque fois vraiment extraordinaire. C'est une expérience déjà humaine extraordinaire. Et puis, si on peut aider à prendre conscience que la ville, elle bouge, elle se transforme et qu'il faut amplifier les mouvements, il y a beaucoup de choses autour de l'immobilier, eh bien, on est là aussi pour ça. Alors, sur le programme de l'émission aujourd'hui, on va bien sûr se plonger au cœur des territoires. On va essayer de mieux comprendre les attentes, les besoins. On va décrypter en fait les enjeux de la ville et c'est aussi un grand plaisir. Toujours le même principe qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises, on parle immobilier, on parle logement bien sûr, mais aussi environnement, urbanisme, architecture, patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer justement que cette ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. On le verra encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges, le témoignage en plateau de personnalités emblématiques des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour la première étape de cette saison 5, eh bien, nous sommes à Nantes, très heureux. Nous recevons notre grand témoin, qui est Thomas Quérault. Bonjour Thomas Quérault. Bonjour, très heureux de vous accueillir à Nantes. Eh bien, écoutez, nous, on est ravis. En plus, c'est la 2e fois. Nous avions démarré il y a 4 ans ici même. Alors, vous êtes à la fois, bien sûr, président de Nantes Métropole Habitat et vous êtes adjoint à l'urbanisme durable et aux travaux à la mairie de Nantes. Chaque mois, un notaire du Conseil du notariat nous rejoindra. On recevra Maître Emmanuel Rondeau. Avec lui, on fera un tour d'horizon sur l'évolution des prix des ventes à Nantes. Il délivrera aussi des conseils pratiques, notaire à Nantes, mais aussi rapporteur de la chambre interdépartementale de la Cour d'appel de Rennes. Pour la séquence La vie ensemble, nous recevons Sharon Elbaz pour le groupe Nexity Héritage. Alors c'est l'occasion de faire le point, bien sûr, de prendre le pouls sur l'immobilier neuf, mais aussi de parler de ce qui est dans l'air du temps, la tendance, la régénération urbaine, le recyclage urbain, construire, reconstruire sur l'existant. On verra avec lui et il nous donnera des explications de quelques opérations emblématiques. Et puis la séquence bien mieux avec notre partenaire Elio pour aborder la rénovation énergétique. C'est Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques d'Elio, qui viendra nous éclairer sur des thèmes. Les dispositifs, on a besoin d'avoir des éclairages parce que la rénovation énergétique, il se passe beaucoup de choses et il viendra nous donner aussi des conseils pratiques et puis parler de l'état du logement à Nantes. Les logements, les DPE, la rénovation énergétique localement, on y verra plus clair. Voilà, on va parler de tout cela. C'est un beau programme, c'est une première émission des Clés de la Ville de la saison 5. Et bien évidemment, comme chaque émission, mon cher Olivier et mon cher Thomas, nous avons tourné un reportage, une vision plutôt sympathique de la ville, avec l'intégration de l'édito qui a été produit, réalisé et écrit par Grégoire Darico. Je vous propose que l'on le découvre tout de suite. Chers amis, quel plaisir de vous retrouver pour cette 5e saison des Clés de la Ville, une émission chère à nos yeux et qui met en valeur tous les mois les talents des régions françaises. Aujourd'hui, nous sommes à Nantes, la 39e étape, pour inaugurer notre nouvelle saison et c'est avec joie que nous vous accueillons dans la cité des Ducs de Bretagne, l'un des nombreux surnoms donnés à cette belle ville, 6e commune la plus peuplée de France. Bienvenue donc à Nantes, une ville fascinante. C'est un retour aux sources pour nous dans cette ville de caractère, une ville d'histoire, ville de culture, ville moderne et innovante. Nantes a su nous charmer grâce à son subtil mélange entre tradition et modernité. Parler de Nantes, c'est d'abord parler de son rapport à la Bretagne.
Autrefois capitale des ducs de Bretagne, Nantes est partie intégrante de la construction du territoire breton. Un territoire qui naît vraiment au IXe siècle de la victoire d'Erispoé sur le carolingien Charles le Chauve. Fils du roi Nominoé, Erispoé combat comme son père, le royaume franc. Peuple fier, les Bretons sont issus de la province romaine de Bretagne. Au moment de la disparition du grand empire romain d'Occident, ils contrôlent l'ouest et le nord de la péninsule armoricaine. Bien que chrétiens, ils sont considérés comme des barbares par les Francs et soumettent régulièrement les comtés locaux par des raids et des pillages. Alors Charlemagne tente bien de rétablir son pouvoir et l'ordre sur place, mais son successeur Louis le Pieux adopte une politique plutôt tournée vers la coopération. C'est dans ce cadre qu'apparaît la personnalité de Nominoé, d'abord placé à la tête des Bretons en tant que vassal du roi des Francs, puis militant pour une indépendance totale de la Bretagne vis-à-vis du pouvoir royal. Une expansion qu'il maintient et une indépendance qu'il obtient avec une reconnaissance d'un titre royal par Charles le Chauve, titre conforté et maintenu donc par son fils en 851, après une victoire militaire sur le roi des Francs. Mais l'existence même de ce territoire breton ne cesse d'être remis en cause, principalement par une rivalité entre les comtés de Nantes et de Rennes. Une rivalité qui cesse au XIe siècle, Nantes fait alors partie intégrante d'un territoire breton aux frontières fixes jusqu'au XVIIIe siècle, une situation inédite en Europe. Nantes est la plus grande ville de ce territoire devenu duché de Bretagne au XVe siècle après sa conquête par le roi de France. Nantes est conquise en 1488 et c'est François Ier qui marquera sa préférence pour Nantes au XVe siècle en y construisant un château dans lequel sa fille Anne naît. Il faut dire que la ville est bien implantée, à l'embouchure de l'Erdre et sur la Loire, non loin de la Sèvre nantaise. Nantes est une place stratégique dont la position sur la Loire permet la navigabilité des navires à fort tonnage. Le port de Nantes s'est donc vite développé grâce à son ouverture maritime. Nantes est aussi le premier site, depuis l'embouchure de la Loire, sur lequel un pont a pu être construit avant le milieu du XXe siècle. Tant d'éléments qui auront façonné la puissance économique et commerciale de la ville. Une ville cantonnée dans son enceinte fortifiée jusqu'au Moyen-Âge, une enceinte qui devient vite trop contraignante. Nantes se développe alors sur la rive droite de l'Erdre et de nouveaux bourgs et quartiers apparaissent. Une nouvelle muraille est construite au XIIIe siècle. Elle conditionnera le développement de la cité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, c'est surtout l'apparition d'une vraie politique urbaine pour Nantes. Une première, grâce à la figure emblématique qu'est Gérard Mélier, maire de 1720 à 1730. Grâce à son impulsion, les constructions sont plutôt en pierre qu'en bois, les façades sont dorénavant alignées et de grands chantiers sont entamés. Mélier impose des codes architecturaux et des normes communes aux nouveaux édifices. Un premier plan de la ville est ainsi établi en 1722. L'enrichissement de la ville au XVIIIe siècle favorise les constructions nouvelles et son embellissement. Les rues et les places sont élargies, les îles sur la Loire sont urbanisées non sans mal et l'extension de la ville est planifiée. Au XIXe siècle, Nantes bénéficie des premiers réseaux de distribution d'eau et de gaz à grande échelle. Les grandes percées haussmanniennes de la moitié du siècle continuent de transformer et de faire respirer la ville. Durant la deuxième moitié du siècle, l'arrivée du chemin de fer fait de Nantes un lieu d'implantation de l'industrie. Nantes devient ainsi pionnière en matière de transport en commun avec la création du premier omnibus en 1826, premier réseau de transport en commun en France et sûrement dans le monde. La ville continue son développement urbain. Les boulevards Ceinture sont achevés en 1898 et les communes de Doulon et Chantenay sont annexées quelques années plus tard. Il reste bien des terres agricoles en sortie de ville, mais les années 50 et l'après-guerre, pendant lesquelles Nantes a grandement souffert, vont faire passer la cité au statut de métropole européenne. Nantes se dote d'infrastructures et d'équipements performants. Les ponts se multiplient pour passer des obstacles fluviaux, les commerces fleurissent et les grandes surfaces apparaissent. La grande cité radieuse du Corbusier fait son apparition également. À travers elle, c'est un nouveau type de logement qui est créé et repensé. Les surfaces urbanisées explosent et passent de 5 000 à 15 000 hectares. Le rayonnement, il sera aussi universitaire, puisque la vieille université du XVe siècle, qui avait souffert de la Révolution et de son transfert à Rennes, renaît en 1962. Sciences, droit, lettres, c'est un retour aux sources pour tout le monde académique breton. Nantes est aujourd'hui une ville universitaire de renom et figure à la 11e place du classement des meilleures villes étudiantes françaises. Comme tant d'autres villes en France, Nantes a souffert de la désindustrialisation, mais elle a su résister. Elle a conservé son dynamisme et sa vigueur démographique. Elle a gagné des habitants grâce à des taux d'évolution plus importants que la moyenne nationale. Et elle a conservé des emplois à haut niveau de qualification, symbole du passage d'une ville fordiste à une ville post-fordiste. La ville, son centre-ville, mais aussi sa périphérie, tous sont témoins de son dynamisme et de sa croissance vigoureuse.
Un dynamisme qui cohabite en bonne harmonie avec un passé riche. Une ville qui offre un voyage permanent grâce à son patrimoine culturel et historique. Une ville d'art, une ville d'histoire, une ville de sport. Une ville dont nous avons reçu les clés le temps d'une émission. Sylvain, Olivier, c'est à vous, je vous laisse en plateau et quant à moi, je vous souhaite à tous la bienvenue à Nantes. Merci Grégoire Darico, voilà un très très beau reportage, c'est un très bon travail. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Thomas Quérault ? Écoutez, c'est un parcours accéléré de plusieurs siècles d'histoire, tout à fait intéressant. Il est vrai, en effet, qu'à cette échelle, mais à d'autres échelles, si je me rapporte à nos 4 années depuis votre passage, il y a eu beaucoup effectivement d'évolutions. Les dernières sont effectivement, comme c'était indiqué, autour probablement des transports en commun. Ça a fait partie des décisions politiques qui ont transformé la ville. À la fin des années 70 et puis mise en œuvre dans les années 80, le retour du tramway, je pense, a été probablement une des premières décisions qui répondait à la fois aux enjeux de déplacement et à un premier enjeu de se dire que ça n'est pas seulement un moyen technique, c'est aussi une manière de transformer la ville, comme on dit, de façade à façade, en pensant la mobilité comme un élément central de la vie des quartiers. On le voit bien, hein, le renouvellement urbain, c'est un des piliers de la politique que vous menez à Nantes avec la maire de Nantes, Johanna Rolland, notamment sur, effectivement, vous l'avez évoqué, les mobilités, l'attractivité des quartiers, et surtout, vous essayez de maintenir une qualité de vie pour les habitants. Je crois que c'est aussi un des piliers importants de votre politique, malgré le fait que ces derniers temps, Nantes a été assez exposée dans les médias avec un certain nombre de difficultés. On y reviendra, si vous voulez bien, tout à l'heure. C'est quoi la vision de vos grands chantiers en cours ? Je pense au contrat de ville 2024-2030 et en quoi consiste-t-il pour qu'on y voit beaucoup plus clair. Alors le contrat de ville 2024-2030, c'est une opération d'abord de discussion avec les habitants et l'ensemble des acteurs qui interviennent dans les quartiers populaires, les quartiers politiques de la ville. C'est mettre ensemble l'État, l'ensemble des institutions, des associations, des bailleurs sociaux et de tous les citoyens qui travaillent sur cette dimension pour dire voilà les priorités que nous fixons pour la transformation de ces quartiers. Les quartiers politiques de la ville, il y en a une quinzaine sur la métropole. Une des particularités de Nantes, c'est d'avoir toujours gardé et voulu garder le lien entre ces quartiers politiques de la ville, ces quartiers populaires et le centre-ville historique et l'ensemble des quartiers. Quand les premières décisions ont été prises sur le tramway, et puis ça se poursuivit toujours, il a toujours été pensé la connexion, l'arrivée de ces transports en commun, permettre, notamment pour des questions d'emploi, aux habitants des quartiers populaires de pouvoir accéder aux autres emplois et pas se retrouver, comme ça peut parfois être le cas dans d'autres villes, déconnectés parce que on n'a pas ces moyens de transport. Donc ils ont toujours été pensés comme une connexion et peut-être avec, j'ai l'honneur de présider l'office public de l'habitat, Nantes Métropole Habitat, qui est un office ancien, qui a été créé en 1913. Depuis la création de ces premiers logements sociaux, on a toujours décidé de les garder présents dans la ville, la majorité est présent à Nantes, et on a peu, par rapport à d'autres villes, finalement, de quartiers qui ont été abandonnés sans entretien, etc. On a toujours réussi à maintenir cet entretien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés dans ces quartiers populaires, mais en tout cas, on souhaite que toutes les énergies qui habitent ces quartiers soient exprimées et présentées, et les mêmes chances, les mêmes capacités à se développer, et que les connexions avec la ville, l'accessibilité au centre-ville même, soient toujours maintenues, et une priorité au-delà de tout ce qu'on peut travailler, l'emploi, les actions notamment sur la sécurité, tout ça fait partie des priorités portées globalement par la métropole et la ville de Nantes. Olivier. Oui, alors justement pour prolonger sur la qualité de ville, sur les mobilités, on l'évoquait tout à l'heure aussi, une ville elle doit garder son identité mais aussi mener des projets urbains, on parle de reconstruire sur l'existant, de redonner vie à d'anciens bâtiments et puis ça passe aussi donc par des actions locales, vous souhaitez une ville ouverte et on parle beaucoup de la ville du quart d'heure. Alors il faut rappeler ce que c'est que la ville du quart d'heure. C'est un concept que l'on doit à l'urbaniste et chercheur franco-colombien Carlos Moreno. C'est le principe de trouver près de chez soi tout ce qui est essentiel pour faire ses courses, pour travailler, pour pratiquer des loisirs, pour se cultiver, pour se soigner et dans un périmètre très précis. Il faut que ce soit à moins de 5 minutes à vélo ou au maximum 15 minutes à pied. C'est ça la ville du quart d'heure. En tout cas, ce concept, sans prendre bien sûr la voiture. Donc une ville, ce qu'on appelle une ville de proximité. Et il y a eu à Nantes, il faut dire, des tests menés notamment, je crois, à Prairie-au-Duc, dans le quartier.
Et je voudrais savoir où est-ce que vous en êtes dans ces développements de la ville du quart d'heure. Déjà, est-ce que ça fonctionne à Prairie-au-Duc? Est-ce que ça se développe à Nantes et peut-être dans la métropole? Écoutez, ça fonctionne. C'est une réflexion qu'on a déjà menée dans le mandat précédent avec un travail sur ce qu'on appelait les places de quartier. L'idée de dire que au-delà des grandes places centrales, on devait pouvoir travailler la dynamisation commerciale et puis l'attractivité par des actions d'espace public, de rénovation des sols, pour que ces places soient identifiées et deviennent attractives. Dans ce qu'on a fait sur Prairie-au-Duc, c'est se poser la question de comment, quand on développe un quartier neuf, Prairie-au-Duc, on est sur l'île de Nantes, dans une zone d'aménagement sur laquelle on a travaillé beaucoup depuis un temps, quelques dizaines d'années, de se dire quels sont les services de proximité que tout le monde attend et qu'on doit trouver, qu'on soit dans un quartier existant ou un quartier qui se crée. Et donc c'est l'idée de dire on doit avoir une forme de panier de services qu'on doit pouvoir retrouver à proximité pour que la vie quotidienne soit la plus facile. C'est les services de santé, l'accès à des médecins, à l'école, aux équipements sportifs, associatifs, à l'ensemble des commerces alimentaires qu'on peut trouver et dont on peut avoir besoin, des cafés de quartier où on peut se retrouver ensemble, et puis une animation de l'espace public. Et donc sur Prairie-au-Duc notamment, mais c'est pas le seul quartier où on l'a fait, on a par exemple travaillé, parce qu'on est dans un quartier nouveau, avec un encadrement ou un accompagnement sur l'arrivée des commerces. Donc le groupe Chessé s'est vu confier la mise en commercialisation de l'ensemble des rez-de-chaussée neufs sur ce boulevard de la Prairie-au-Duc, avec l'idée de répondre à un cahier des charges qu'on définit avec eux pour que on trouve une diversité de commerces et pas seulement des commerces qui peuvent à un moment s'être en concurrence les uns les autres, mais trouver le caviste, le fleuriste, le boulanger, l'opticien, enfin il y a le fromager, la crèmerie, il y a vraiment plein de choses, et que cette arrivée dans un quartier neuf se fasse de manière organisée, accompagnée, pour permettre à la fois le modèle économique et le bon fonctionnement de ces commerces qui arrivent et qui investissent, et puis le fait que ça réponde aux attentes des habitants qui s'installent dans ces immeubles neufs et qu'on trouve le plus rapidement possible l'ensemble de ces services. Et donc ça mobilise des acteurs économiques, les services de la ville, et puis ça nécessite une mise en réseau d'un certain nombre d'acteurs, notamment les acteurs de la santé qu'on accompagne au niveau de la ville. On sait qu'aujourd'hui, la question des déserts médicaux et de l'accès à des rendez-vous de soins généralistes ou spécialistes, elle se pose pas seulement dans les campagnes, même si c'est une réalité aussi, mais se pose aussi en ville où on a des départs en retraite qu'on essaye de compenser et d'accompagner. Mais ça se développe dans les quartiers alors ou pas? Ça existe aussi. Tout à fait. C'est une notion qui est intégrée dans nos documents d'urbanisme, dans nos schémas directeurs, dans l'ensemble de nos grandes zones de développement neuf, mais aussi dans les quartiers où on essaye de réfléchir sur l'organisation des polarités commerciales et l'accompagnement d'un certain nombre de services de proximité. On peut penser aussi aux crèches, aux problèmes de garde d'enfants et à l'implantation des médecins, encore une fois, qui est véritablement quelque chose qui nous est remonté très régulièrement par nos habitants. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que vous avez, à l'instar de certaines villes, vous vous efforcez de réduire le trafic routier et l'utilisation de la voiture en centre urbain? Dans ce que j'entends, finalement, il n'y a quasiment plus de place pour la voiture. Il y en a, mais est-ce que vous partez du principe que à terme, on condamne d'une certaine façon le trafic routier à l'intérieur des centres-villes? On ne le condamne pas. Je pense que si on croise à la fois les enjeux climatiques qui sont au devant de nous, le poids dans le budget des ménages, du coût d'utilisation et d'entretien d'une voiture et la facilité ou la difficulté de circuler, qu'il y a une nécessité d'offrir des alternatives au déplacement en voiture pour tous ceux qui en ont la possibilité. C'est le sens de nombreux investissements sur les transports en commun qu'on mène dans ce mandat. Je ne sais pas si on y reviendra, mais on a prévu d'investir plus d'1 milliard d'euros sur l'ensemble du mandat, sur du nouveau matériel roulant, des nouveaux trams, 2 nouvelles lignes de tramway, une ligne de busway, qui nous permettent de dire si j'ai le choix pour mon travail, si j'ai cette possibilité, je prendrai plutôt cette alternative-là. Et ensuite, en effet, de se dire que dans la ville de demain, on donne la priorité au trafic pour les résidents, pour ceux qui y habitent, mais que tout ce qui est circulation de transit
On a fait un petit rapide survol historique de la ville derrière. Dans les 20 dernières années, il y a 20 ans, en 92, plus de 20 ans, en 92, quand il y a eu la transformation du cours des 50 otages, avant, il y avait en plein centre-ville, pas de tramway, il y avait une double artère avec 2 fois 4 voies qui traversaient, coupaient, voire le centre-ville, et cette artère, elle était consacrée aux circulations du nord au sud de la ville. Bon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens en termes de bouchons, et ça n'a aucun sens aujourd'hui à l'échelle du changement climatique. Donc l'idée, c'est de dire, il faut développer les transports en commun, il faut développer pour tous ceux qui le peuvent l'usage du vélo. Les résidents, en effet, ils peuvent et ils doivent pouvoir avoir des solutions pour se stationner, mais tout ce qui est circulation de transit, ça doit passer par ailleurs. On ne peut plus aujourd'hui considérer qu'on doit amener, comme dans les années 70, des grandes pénétrantes qui font circuler les voitures du nord au sud ou de l'est à l'ouest de la ville et qui créent des véritables coupures, ou bien amener de grands parkings. L'exemple probablement le plus emblématique, c'est le projet de Gloriette Petite-Hollande, qui était, jusqu'à il y a encore quelques temps, un grand parking gratuit le week-end et le soir, qu'on va transformer en une place où l'ensemble des Nantais, des métropolitains ou des visiteurs vont pouvoir se retrouver. On va y planter 1000 arbres pour y créer un espace de ressourcement et de fraîcheur pour faire face demain au changement climatique et aux épisodes de canicule, là où on avait avant un parking à ciel ouvert bitumé. Bon, c'est ce qui est demandé par les habitants. L'essentiel, je pense, c'est qu'on continue à offrir ces alternatives et ces perspectives et qui permettent à chacun de se déplacer mieux, moins cher, et puis de répondre aux grands enjeux de la ville. La ville a été labellisée en 2015, je crois, labellisée Site Énergie. Vous êtes une ville, c'est vrai que politiquement, avec la mairie, vous, les élus locaux, vous êtes très engagés sur la transition énergétique. Vous avez pris, je crois, 33 engagements, me semble-t-il, 33 engagements pour la transition énergétique. Je vais vous demander de résumer finalement en quoi ça consiste ces engagements, pas forcément sans rentrer dans le détail, on reprendra les éléments sur la rénovation énergétique, et comment vous avez fonctionné pour pouvoir impliquer les Nantais et les Nantaises dans ce projet qui est un projet assez vaste. Pour quel paysage, quel mode de vie, quels accès à l'énergie, quelles sont les innovations. Je crois qu'il y a eu quasiment 7 mois de débat et de concertation. Est-ce que vous avez adopté une feuille de route? Et est-ce que maintenant le tracé finalement du projet politique, sachant qu'en 2025, à partir de mai prochain, vous allez certainement entrer en campagne pour un renouvellement de mandat. On s'approche de l'échéance de 2026. Je vous pose pas la question si Johanna Rolland se représente. On lui posera directement la question. Mais où est-ce qu'on en est sur ce fabuleux projet qui est un projet emblématique, qui a créé beaucoup de débats. Et donc, c'est vrai que vous avez pris le temps de la concertation. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, on a, c'est une marque de fabrique aussi de la ville de Nantes, travaillé cette question de la transition énergétique dans ce qu'on a appelé un de nos grands débats. Depuis 10 ans, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu un sur la loi Reynaud, sur la transition énergétique, sur la longévité, et on vient de terminer un autre sur la fabrique de nos villes. Le débat sur la transition énergétique, il a réuni, fait participer plus de 50 000 personnes pendant plusieurs mois. Donc, c'était un temps de discussion et de contribution de la part des habitants, des associations et des acteurs professionnels qui étaient très, très importants. Le débat sur la fabrique de nos villes qui vient de se terminer, c'était aussi plus de 30 000 personnes qui ont participé. Donc ça fait partie de notre manière d'élaborer les politiques publiques. On ne décide pas seulement dans les bureaux de l'hôtel de ville ou de la métropole, mais en lien avec le retour des habitants. Ce grand débat, il a servi à poser, à partager un certain nombre d'états des lieux, de diagnostics sur ce qu'on faisait, les besoins pour répondre aux enjeux du changement climatique, et puis pour adopter derrière une feuille de route qui vient maintenant nourrir le futur plan climat 2024-2030. Alors, si je résume, je ne vais pas vous donner les 33 engagements, etc., mais juste quelques-uns des grands axes de la feuille de route de ce futur plan climat qui, je le répète, a été vraiment travaillé. Feuille de route adoptée, hein. On est d'accord. Oui. Vous avez aujourd'hui une vision claire de ce que il y a un process qui a été mis en place. Oui, tout à fait. L'idée de cette feuille de route et de ces actions phares, c'est l'accompagnement, parce qu'on pense que véritablement l'accompagnement individuel et la démonstration qu'il y a d'autres manières de consommer et de vivre qui sont possibles est quelque chose de très important. Donc on se dit qu'on se fixe l'objectif d'accompagner 1000 foyers par an dans ce qu'on appelle les défis climat, pour se dire je me lance dans un défi climat pour changer ma façon de me déplacer, de consommer, de manger, et
donc vérifier, tester des alternatives qui sont possibles. Un des grands axes, c'est évidemment de réduire, de travailler sur les mobilités, de réduire la part de la voiture dans les déplacements et de faire augmenter celle du vélo d'ici 2030. De travailler également sur la rénovation des logements, 10 000 logements par an rénovés, que ce soit dans les copropriétés privées, mais aussi sur les logements sociaux, donc propriété des bailleurs sociaux. De travailler avec les acteurs locaux, notamment du bâtiment, sur les questions de réemploi et d'usage du matériau biosourcé. C'est aussi des choses très importantes. Un des grands enseignements du débat sur la fabrique de la ville, c'était le message porté par les habitants de dire il faut faire autrement, il faut faire avec le déjà là, l'existant, et on peut pas seulement travailler sur le neuf. Donc les questions de réhabilitation, de rénovation, de réemploi des matériaux sont des choses très importantes sur lesquelles on travaille. On commence déjà à travailler sur un certain nombre de nos actes, mais sur lesquels il faut travailler de manière plus large, avec des ressourceries de matériaux qui soient à l'échelle des attentes d'une filière structurée comme telle sur le territoire de la métropole. Et puis un travail aussi sur les productions d'énergie, que ce soit les énergies renouvelables, comment on peut les accompagner. Ça va des ombrières sur les parkings aux panneaux photovoltaïques sur les toits. Et puis un grand enjeu qui est pour nous très fort, qu'on a déjà travaillé depuis plusieurs années, qui est assez structurant, c'est la place des réseaux de chaleur. C'est-à-dire comment est-ce que on peut utiliser une partie de nos déchets pour produire de l'électricité et de la chaleur qui vont permettre d'alimenter des logements. Donc c'est quelque chose dans lequel on s'est engagé, qui nécessite forcément des investissements assez structurants, parce que il faut faire passer quand même des gros tuyaux un peu partout dans la ville. On a pris l'engagement de fournir cette énergie de chaleur à 50% de nos logements sociaux, et puis sur les secteurs où on est connecté, y compris de raccorder les logements neufs, les grands équipements, et ça c'est des leviers très importants pour réaliser des économies de gaz à effet de serre. Olivier. Alors justement, autre engagement, et on va prolonger en fait sur l'écologie, la place de la nature en ville. Il faut savoir que la métropole nantaise, elle compte 1 million d'arbres. 1 million d'arbres. Et pour préserver et développer ce patrimoine, je crois que les élus donc des 24 communes ont signé c'est une charte, justement. C'était en avril dernier pour protéger les arbres du territoire. Il y a 24 engagements, et puis il y a aussi une règle, qui est la règle 3, 30 et 300. Et là, c'est un concept en fait qui vient du Québec. 3, 30, 300, ça veut dire permettre à chaque habitant d'avoir un arbre, au moins 3 arbres autour de chez lui, de bénéficier d'une couverture végétale sur 30% de son quartier minimum et d'avoir un lieu arboré à moins de 300 mètres de son logement. C'est 3, 30, 300. Ça vient du Québec. À Nantes, vous avez pris ça en main. La démarche, elle concerne les arbres situés dans le domaine public. Donc, les citoyens et les professionnels sont aussi encouragés. Mais est-ce que ça veut dire que les propriétaires privés seront à Nantes demain concernés ? Bien sûr, alors c'est cette charte métropolitaine de l'arbre et puis la politique plus globale de végétalisation, elle vient de, je dirais, l'importance des services que nous rendent les arbres, que ce soit les arbres privés ou les arbres sur l'espace public, pour faire face, je le répète, aux événements récurrents de canicule, mais aussi de changement climatique global. Il faut avoir l'accès et ce service que nous offre la canopée, l'ombre, la protection, puis le rafraîchissement. Et donc, on a effectivement adopté récemment en Conseil métropolitain cette charte de l'arbre avec cet objectif du 330-300. Alors, c'est pouvoir voir de sa fenêtre 3 arbres. Minimum. Pas interdit d'en faire plus, de pouvoir avoir cette couverture, cet indicateur de couverture de canopée à laquelle on peut avoir accès, et puis cet espace vert à moins de 300 mètres de son domicile ou de son travail, qui sont véritablement, on le voit régulièrement l'été, qui sont des espaces de respiration nécessaires pour tout le monde, particulièrement pour ceux qui peuvent être dans des logements qui sont inadaptés aux périodes de chaleur, il y en a de plus en plus, et qui doivent être des espaces accessibles. La question de la distance est effectivement très importante. C'est pas, on peut pas se contenter non plus de 300 mètres à vol d'oiseau. Il faut aussi se poser la question du trajet réel. Et donc effectivement, on s'est posé cet objectif valable sur l'ensemble du territoire. En effet, ça concerne
on se pose cette question dans l'aménagement des espaces existants, des rues, des parcs, de nos zones d'aménagement, des grands projets de création de logements. Mais ça concerne aussi, en tout cas on l'intègre dans les documents d'urbanisme et nos réflexions sur le développement de la ville, les propriétaires privés. Sur ce million d'arbres, il y en a plus de 70% qui est situé sur des terrains privés. Alors ça peut être des jardins de maisons, des ensembles d'entreprises ou d'autres propriétaires immobiliers, mais du coup, la préservation de l'arbre et le développement de la plantation concerne évidemment la ville, mais elle doit concerner aussi tout le monde. Et donc, on surveille, on accompagne, on pose des règles sur l'évolution et l'entretien des arbres qui sont effectivement nécessaires. Et on a des vrais objectifs. Aujourd'hui, le chantier de développement de la ville-nature, je citais l'exemple de Gloria de Petite-Hollande tout à l'heure, mais on pourrait évoquer la grande promenade nantaise de la gare à la Loire, le développement du jardin extraordinaire avec son deuxième volet qui viendra en 2025, qui sont autant d'exemples dans la grande centralité métropolitaine, mais aussi dans les quartiers populaires. Faut savoir qu'on a plus de 50% de notre budget de végétalisation qui touche les quartiers populaires. Donc ça n'est pas seulement quelque chose qui est réservé au centre-ville ou aux quartiers les plus faciles, mais à l'ensemble des quartiers de la ville doit poursuivre cet enjeu de végétalisation et d'égal accès à cette ville nature, qui est un élément de qualité de vie qui est nécessaire. C'est pour ça qu'on est reconnu à Nantes, c'est vrai, depuis longtemps, mais il faut continuer à le développer, voire l'amplifier. C'est tout le sens de la bifurcation écologique. Alors, vous êtes touché également, bien évidemment, par la question cruciale du logement. On manque cruellement de logements, parce qu'on ne fabrique plus de logements. Les chiffres sont vraiment pas bons en termes de production de logements neufs, notamment, qui crée une tension sur le logement ancien, vous le savez, avec des prix dont on a du mal parfois à endiguer, même si effectivement nous assistons à une baisse du volume de transactions cette année, on en parlera tout à l'heure. C'est au cœur de votre priorité, ça on le sait, vous l'avez déjà annoncé, je vais même reprendre les mots, sous un angle solidaire et durable. En quoi ça consiste finalement cette vision de l'habitat d'aujourd'hui, compte tenu du fait que vous avez une démographie qui est plutôt favorable, vous avez un cadre de vie qui est plutôt bon, même si parfois Nantes a été exposée ces derniers temps, même notamment dans les médias, à des problèmes de sécurité urbaine qui ont été prises en main, notamment je pensais aux caméras de vidéosurveillance, de sécurité, qui sont quand même des éléments essentiels pour la qualité de vie, production de logements sociaux, le plan logement d'abord que vous avez initié, les types de modèles d'habitat. Vous avez évoqué la nature en ville. C'est vrai que la renaturation, c'est le redéploiement, la catalysation finalement d'une diversité qui se porte plutôt bien en ville et qui est nécessaire. Comment on fait pour conjuguer à la fois cette naturation dont vous parlez, le fait que finalement vous désartificialisez un certain nombre de points, vous avez évoqué les parkings par exemple, entre autres, et en même temps il faut quand même bien loger les Français. Et aujourd'hui, je vous le dis, on a vraiment du mal à se loger à Nantes parce que les projets sortent pas. Et on a presque l'impression, pardonnez-moi, mais qu'il y a de la part de la collectivité locale une volonté finalement pas de restreindre les projets, mais finalement de se dire c'est un peu difficile de sortir des projets, de signer les permis de construire, les autorisations d'urbanisme. Comment vous conjuguez ? On comprend ça, hein, on comprend vos impératifs. Il y a pas de souci là-dessus. C'est vrai que les Nantais veulent pas voir des tours ou voir des grues. On en parle souvent avec Olivier. Mais enfin, il faut quand même bien loger tout le monde. Et il y a de vraies difficultés. Et ces difficultés, elles apparaissent de façon très criante chez vous. Et je sais que vous, à la tête justement de Nantes Habitat, vous êtes soumis tous les jours à cette problématique et ces injonctions. Comment on fait pour résoudre cette situation ? On en parlera tout à l'heure avec les promoteurs. Alors, il y a, on peut se le dire effectivement, une crise du logement national qui est particulièrement grave et compliquée, à laquelle on s'est attelé dans le cadre d'un plan de relance qu'on a... Qui plonge dans la précarité des milliers de foyers, y compris à Nantes. Voilà, bien sûr. C'est des situations très dures humainement à vivre. Oui, tout à fait. On a plus de 40 000 demandeurs de logements sociaux qui sont dans des situations de mal logement, de suroccupation de logements qui sont hébergés chez de la famille ou des gens, des travailleurs qui ont un contrat de travail mais qui sont obligés d'essayer d'habiter dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas d'autre solution derrière. Donc on a effectivement des gens qui sont à la rue. Donc on a des situations qui sont dramatiques. Ça appelle, je le dis ici quand même,
réaction qui devrait être une réaction nationale. Sur ce sujet de la crise du logement, c'est quand même un des rares sujets de l'actualité politique sur laquelle la Fondation Abbé Pierre jusqu'à aux acteurs et aux promoteurs immobiliers, tout le monde, dans le cadre des discussions qui avaient été organisées par pourtant le gouvernement précédent et l'État, s'était mis d'accord sur le fait qu'il fallait faire quelque chose, que c'était une urgence. Bon, depuis le début de la crise immobilière, tous les acteurs privés, promoteurs, bailleurs sociaux attendent quelque chose, une réaction de l'État qui n'est jamais arrivée. Donc la situation à Nantes, effectivement, elle est réelle, mais disons-le, ça n'est pas une situation locale, c'est quelque chose qui devrait nécessiter une réaction nationale plutôt que de laisser la diversité des actions seulement des collectivités locales. Thomas Perrault, j'entends. Et donc, non mais Thomas Perrault, j'entends. Qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau de la métropole? Et donc ce qu'on fait, à votre niveau, avec le pouvoir que vous avez. Et donc ce qu'on fait, mais j'insiste là-dessus, en effet, on traverse aujourd'hui une vraie difficulté sur la sortie des opérations. Je le dis, je regarde des permis de construire plusieurs fois par semaine, les services également. Ça n'est pas lié à la question des arbres et de la vie de nature. Si les sorties des projets aujourd'hui ne marchent pas, c'est parce que il n'y a pas d'acheteurs. On a un certain nombre de permis de construire qui sont accordés, délivrés, qui ne rentrent pas en chantier parce que il n'y a pas de commercialisation. Ça, ces projets-là, ils ne viennent pas de difficultés à monter les opérations. Elles sont montées, elles sont validées, elles sont autorisées, purgées totalement. J'entends que vous signez les autorisations d'urbanisme, vous êtes favorable à la signature des permis de construire, ça va rassurer les promoteurs qui... Non, mais je les connais. J'étais hier en réunion à la Fédération des promoteurs immobiliers. Avec Olivier, on fait le tour de toutes les villes de France et je peux vous dire que voilà, on n'a pas toujours le même langage. Je suis ravi, vraiment ravi. Vous l'aviez dit d'ailleurs il y a 5 ans. Alors vous avez des exigences, mais c'est normal. C'est normal. Ce sont aussi les exigences des futurs habitants. Mais vous savez, quand on est un élu local, vous devez naviguer avec des injonctions contraires, permanentes, et une population qu'il faut aussi, il faut aussi satisfaire. Mais Olivier, alors, justement, si on reste sur le logement, et là vraiment, alors on le sait que c'est au niveau national, mais sur Nantes, on parle beaucoup d'accès à la propriété. Mais il faut déjà avoir un toit même pour trouver une location. Je regardais hier soir sur Figaro Immobilier le nombre d'annonces de biens à la vente et le nombre de locations à Nantes. Nombre de biens immobiliers à la vente à Nantes, 2145 annonces. Location à Nantes, 394. Incroyable. C'est-à-dire 5 fois moins. Alors je me suis dit, c'est peut-être le Figaro. Je vais regarder sur Se Loger. Se Loger, biens à la vente, 3300 à Nantes. Donc. Location à Nantes, 656. C'est-à-dire 6 fois moins. Alors, on pense aux étudiants qui ont de plus en plus de difficultés à trouver un logement. On pense à la vacance, à ces logements durablement vides, inoccupés. On pense bien sûr à la précarité énergétique, l'habitat dégradé. Il y a tout ça, mais d'abord, trouver un logement, trouver une location. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a... depuis maintenant plusieurs années, un plan local de l'habitat qui prévoit, on se fixe collectivement comme objectif 6000 productions de logements par an sur l'ensemble de la métropole. Je vous accorde qu'en effet, dans le contexte de crise immobilière, on ne les atteint pas, mais nos objectifs politiques, ils restent ceux-ci. Ils ont même été réaffirmés dans le cadre du débat sur la fabrique de la ville, même si on y rajoute de logements pour tous solidaires et fait de manière à tenir compte de l'ensemble de ces contraintes énergétiques et climatiques, mais on reste bien sur ces objectifs-là. On accompagne et on a fait, en effet, il y a maintenant un an, un plan de relance qui décidait de mettre sur la table 20 millions d'euros pour débloquer et accompagner, alors prioritairement en direction des bailleurs sociaux, parce que ceux-là, on peut les aider directement de manière à débloquer des opérations qui ne trouvaient pas leur modèle économique. On s'est aussi engagé en lien notamment avec la Fédération des promoteurs immobiliers dans un accompagnement très resserré du montage de projets immobiliers et des permis de construire pour essayer de voir ce qui pouvait évoluer dans des projets pour trouver leur modèle de sortie. Je pense, et on pense aussi que justement la question de la place plus importante des bailleurs sociaux en partenariat avec les promoteurs immobiliers, peut-être une piste de sortie pour trouver un autre modèle économique aujourd'hui. On a fait un certain nombre d'actions, on a relevé le niveau de loyer des PLS, on a autorisé un certain nombre d'évolutions de programmes sur du LLI, du logement locatif intermédiaire, qui sont, on pense, aussi des vraies pistes de sortie, parce qu'on sait bien qu'on est sur une ville où on a une vraie tension sur le marché de la location. Derrière, aujourd'hui, il y a peu de choix pour des habitants qui cherchent à se loger. Beaucoup les conditions basculent sur Airbnb et sur des plateformes touristiques. On le sait.
Il y en a pas beaucoup. On le suit de manière de très près. D'accord. On le suit de très près. Oui. On a des outils de contrôle et de suivi. C'est essentiellement limité au centre-ville, à quelques autres quartiers. Et on accompagne ces autorisations vraiment. Je Je vous le propose. suis de manière très précise. C'est un sujet qui est un sujet crucial. Vous avez raison. Vous avez raison de dire que c'est la défaillance des politiques publiques depuis 10 ans, hein, pratiquement, depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, qui a mis à genoux toute une industrie. Il faut être très clair là-dessus. Voilà. Le logement Voilà. est un impensé Nous total avons du le- gouvernement. Absolument. Nous avons le droit, nous en tant que journalistes, de donner aussi notre opinion là-dessus, et je suis tout à fait d'accord avec vous, sans cesser d'ailleurs de vous ôter, de vous briser les reins, les élus locaux, en vous donnant des marges de manœuvre de plus en plus réduites sur le plan budgétaire. C'est aussi un sujet qui, à mon avis, va être crucial. Après, apparemment, il y a un pilote dans l'avion. Il s'appelle Michel Bernier. On verra ce que ça va donner. Je vous propose qu'on entre dans le détail avec ceux qui sont les acteurs permanent des marchés de l'immobilier et du logement, parce que pour rappeler quand même que le logement, c'est le premier marqueur social des Français. Je vous propose qu'on passe à la prochaine séquence avec justement les notaires qui sont les plus aujourd'hui à même de donner leur vision de l'immobilier ancien, notamment avec la séquence Parlons bien. On va retrouver dans quelques instants Emmanuel Rondeau, maître Emmanuel Rondeau, qui est notaire à Nantes. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. De retour ici sur le plateau où nous sommes accueillis très généreusement et très gentiment par la collectivité locale, par la mairie de Nantes. Merci Thomas Quérault, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Nantes et président de Nantes Métropole Habitat. Merci beaucoup d'être avec nous et de répondre directement aux questions, même si parfois il y a des questions qui sont un peu difficiles parfois, mais en tout cas, merci. Et également, on accueille sur le plateau maître Emmanuel Rondeau. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci pour votre invitation. Voilà, pour le Conseil Plaisir. supérieur du notariat, vous êtes notaire à Nantes, et comme c'est l'usage dans cette séquence, nous allons faire le tour avec vous, si vous voulez bien, du marché immobilier, effectivement avec les problématiques, on en a parlé hors antenne, qui sont aujourd'hui dramatiques, vraiment, et délétères pour notre pays. Et comme c'est la tradition, c'est notre ami Olivier Marin qui va vous poser la première question. Oui, alors tout d'abord, chaque mois, on reçoit donc un notaire. On est très heureux de vous recevoir, maître Emmanuel Rondeau. Vous êtes notaire, vous êtes aussi rapporteur de la chambre interdépartementale qui dépend de la Cour d'appel de Rennes, Voilà, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Juste une petite précision, effectivement, parce qu'il y a une particularité avec la Loire-Atlantique, c'est que d'un point de vue administratif, on dépend de la région des Pays de la Loire, mais le notariat dépend, lui, de la Cour d'appel de Rennes, judiciairement, donc de la Cour d'appel de Rennes, et donc, du coup, nous dépendons de la Bretagne, ce qui nous rapproche un petit peu du petit film que vous avez présenté tout à l'heure, du lien entre la Loire-Atlantique et la Bretagne. Voilà. Et donc, effectivement, je suis élu à Rennes. Très bien. Mais nous avons gardé un pôle territorial à Nantes, quand même. Hein. Quand même. Et on quand va même. parler Voilà. d'immobilier à Nantes là aujourd'hui, puisqu'on va faire un tour d'horizon donc de l'immobilier ancien, de voir l'évolution des prix, l'évolution des ventes, c'est très important, et aussi donner quelques conseils pratiques. Alors quelques chiffres clés pour démarrer, ce sont des statistiques à fin juin 2024. 3540 comme 3540 €. Ça, c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Nantes. Il y a évidemment des grandes disparités selon les quartiers, mais voilà, ça donne une petite tendance. Près de 10% de baisse sur un an, mais en 5 ans, quand on regarde dans le rétroviseur, les prix avaient augmenté de quasiment 20%. Alors, on a vu depuis le début de l'année aussi un coup d'arrêt, même qui datait de l'année dernière, avec la hausse des taux d'intérêt qui a vraiment empêché à beaucoup de gens d'accéder à la propriété. Depuis, les taux d'intérêt ont commencé à baisser durablement. On est aujourd'hui à 3,62% en moyenne, toute durée confondue, ou plutôt sur 20 ans. Est-ce que vous sentez, allez, on va pas dire un climat de confiance, mais quand même une reprise au niveau des transactions et de l'activité à Nantes? Où en êtes-vous, maître? Alors, il n'y a pas forcément une grande reprise en ce moment. Hein. Donc, je pense que c'est un peu partout pareil en France. Hein. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Vous sentez pas d'indicateur qui vous permettrait de dire bon. Aujourd'hui, non. Alors après, c'est vrai que à Nantes, on a, et ça a été dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir une ville qui est dynamique, une ville étudiante, une ville qui est attachée à la culture. On en a parlé aussi tout à l'heure avec la Cité des Congrès, par exemple, juste à côté, qui propose par exemple les folles journées. On est sur une ville sportive. Hein, on a accueilli la Coupe du Monde de rugby, on a accueilli les JO, on a eu des médaillés olympiques même, hein, avec une médaille d'or en para-badminton. On est sur une ville donc attractive, une ville qui intéresse les investisseurs, etc. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'effectivement, on a eu une augmentation considérable des prix ces dernières années.
Quand vous dites 20 à 25%, oui, même peut-être 30% sur certains quartiers, 30-35%. Et cette augmentation, on l'a eu en fait en période post-Covid. Mais est-ce que c'était une période qui a bénéficié d'un marché qui était à la baisse, avec un coût de l'argent qui était très faible? Oui. Quelque part, ça a créé une forme, je vais le dire, une forme de spéculation sur les prix, dans lequel finalement on faisait plutôt un coup que de se loger dans une certaine mesure, parce que c'est aussi ça qui a compté. Et est-ce que quelque part, l'effet de régulation, si je peux dire les choses comme ça, permet de revenir à quelque chose de plus serein sur le marché? Oui, mais il faut savoir qu'après la période post-Covid, on était incapable d'évaluer les biens. Les gens, ils voulaient des maisons avec des bouts de jardin, ils voulaient des appartements avec balcon terrasse, ils voulaient des appartements de rez-de-chaussée avec des bouts de jardin. On était incapable d'évaluer ces biens-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que un bien par exemple qu'on pouvait estimer 300 000 euros, on pouvait le vendre 350, 360 000. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Au niveau du notariat, on a fait beaucoup de ventes interactives, en fait, de ventes aux enchères des biens. Les clients venaient nous voir pour des appartements, des maisons, et des biens que effectivement on évaluait 200, 300, 400 000 euros, ils prenaient tout de suite aux enchères, parce qu'on avait pas mal d'acquéreurs. Beaucoup de gens voulaient effectivement se loger avec des petits brins d'espace vert, et donc les biens étaient vendus extrêmement cher. Vous aviez, quand vous dites extrêmement cher, c'était vendu trop cher, peut-être. Oui, ça a été vendu trop cher, bien évidemment. Il y a un effet bulle, bien sûr, finalement, qui s'est créé. Est-ce qu'on revient pas à une normalité? Si, tout à fait, et heureusement d'ailleurs, parce qu'effectivement, on était parti sur des prix complètement délirants. Et donc aujourd'hui, évidemment, tout se recadre, tout se remet effectivement sur des prix un petit peu plus normaux. Et depuis, en fait, nous, si vous voulez, le volume des ventes à Nantes, on a constaté une diminution déjà dès le deuxième trimestre 2022. Et donc, fin 2022, on avait déjà un volume de vente qui était déjà en baisse sur Nantes. On n'avait pas beaucoup de baisse de prix, par contre. Par contre, 2023, continuité, effectivement, des baisses des volumes, et là, début, effectivement, de la baisse des prix, aggravé, effectivement, en 2024. Aujourd'hui, effectivement, on peut estimer que sur Nantes, on a perdu en volume pas très loin d'un tiers. 20%, autour de 20%. Et vous dites surtout qu'à Nantes, en fait, actuellement, même depuis un petit moment, vous vendez essentiellement des petites surfaces, studios, T1, T2, voire T3, et des biens de prestige, mais entre les deux. On n'a rien entre les deux. Vous vendez pas. On n'a rien entre les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, vendre un appartement de 500 000 euros pour des familles ou de vendre une maison, effectivement, dans ces gammes-là, on les compte sur les doigts de la main. 425 000 euros, ça c'est le prix moyen d'une maison. Prix médian, à Nantes. Sur la métropole, c'est moins. Quel est le type d'acquéreur et quels sont aussi les quartiers porteurs? Si on devait prendre une photo, vous qui êtes un spécialiste justement de Nantes. Sur investisseur, primo-accédant, secondo-accédant. Alors effectivement, on en a parlé tout à l'heure, il y a l'île de Nantes qui fait partie des quartiers effectivement très porteurs à Nantes, où il y a eu beaucoup de constructions neuves d'ailleurs sur l'île de Nantes. On fait quelques dossiers de promotion là-bas. Et puis il y a le CHU qui est en pleine construction, projet énorme. C'est le deuxième projet de chantier européen. Voilà, plus gros chantier français, deuxième sur le plan européen, donc attire forcément pas mal de monde. Et puis donc ça, c'est effectivement, le centre-ville est toujours très attractif. Et puis vous avez des quartiers comme aux alentours du parc de Procès, espace effectivement de verdure, vers Saint-Donatien, Saint-Félix, tout ça, ce sont des quartiers qui sont très porteurs. Saint-Donatien, Saint-Félix, là on est à combien à peu près au niveau des on est à 5 000 euros du mètre carré. 5 000 euros du mètre carré. 5 000 euros du mètre carré. Et puis à côté de ça, effectivement, vous avez des quartiers un petit peu plus populaires qui ont fait là, d'ailleurs l'objet de rénovation, comme Malakoff, comme le Braille-Malville, où là effectivement on est sur des prix un petit peu moins élevés, mais on est quand même peut-être à 2 000, 2 500 euros du mètre carré, même si des fois on a pu passer des ventes avec des prix inférieurs à 1 000 euros du mètre, sur des appartements qui n'étaient pas forcément en très très bon état. Autour de Nantes, alors quelles sont là aussi les communes à suivre, et un petit peu d'avoir une idée sur les prix pratiqués, que ce soit maison ou appartement. Alors autour de Nantes, effectivement, sur le nord de Nantes, on a des communes effectivement qui se portent plutôt bien au niveau tarif, comme la commune de Sautron, comme Orvaux, comme Couéron, la Chabossière, par exemple. Et puis on est sur des tarifs effectivement aux alentours entre 4 et 5 000 euros du mètre carré selon les biens. Et ça reste abordable. Ça reste abordable. Non, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de ventes aujourd'hui. Le profil, c'est quoi? C'est des primo-accédants? Non, c'est pas des primo-accédants. Primo-accédants, à l'instar de ce qui se passe en France,
ont été les premières victimes justement de la hausse brutale des taux. Oui, effectivement. Bah Parce oui. que, Donc c'est surtout des investisseurs et des personnes qui ont plus de moyens. Tout à fait. Aujourd'hui, les primo-accédants, c'est compliqué pour eux. Bah oui. On a des taux effectivement qui ont baissé. On est quand même monté à plus de 4,5 à un moment. Là aujourd'hui, on est entre 3,5 et 3,8 selon la durée de l'emprunt. C'est mieux et on devrait atteindre les 3% en fin d'année. Oui. Normalement, s'il n'y a pas un événement économique. Ouais, mais on en parlait tout à l'heure. Pourtant, il y a des solutions à ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque nos vendeurs? C'est qu'ils ont acheté il y a quelques années avec des taux d'intérêt qui étaient à moins de 20%. Bon. Quel est leur intérêt à eux de revendre un bien alors qu'ils ont un emprunt à 1% pour reprendre un nouveau bien avec un taux à 3,5? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obliger les banques à pouvoir transférer les prêts. Et on résout des prêts vous évoquez NIM et d'autres. Et on résout une partie du problème. Oui, vous évoquez la portabilité des prêts. Il y a certaines banques qui le font quand même. Oui, mais très peu. Les mutuelles. Parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de loi qui interdit. Non, mais il faudrait. C'est discrétionnaire. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est un usage. Je voudrais demander à Thomas Clairaut de réagir sur ce que nous dit. C'est très clair ce que nous dit Emmanuel Rondeau. On voit que les premières victimes sont les classes moyennes et les primo-accédants qui n'arrivent plus à se loger. Bien sûr. Aujourd'hui, je discute très, très régulièrement avec des promoteurs. Aujourd'hui, en effet, les acheteurs primo-accédants ou pas d'ailleurs, qui sont en situation d'acheter des biens, ils ont quasi disparu. Et donc, je parle plutôt du neuf, mais voilà, il n'y a pas de clients. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la réflexion, c'est de dire, est-ce qu'on peut plutôt faire des ventes en bloc? Donc, c'est notamment une réponse sur un certain nombre de dossiers bloqués, de dire, finalement, plutôt que de chercher... ou de démembrer, de faire du BRS, voilà. Alors, oui. Démembrement à condition, bien sûr. Voilà. Et donc, il y a ces réponses-là. Récemment, je pense à Réalité, qui a fait une vente en bloc de quasiment une centaine de logements pour permettre la sortie de l'opération. Moi, j'avais 70 logements sociaux dans l'opération. CDC Habitat a acheté en LLI. Bon, voilà, ça fait un projet qui sort. Là, ces chiffres qu'on connaît, que je découvre pas aujourd'hui, ils démontrent l'importance pour la collectivité de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre aux gens de se loger. Aujourd'hui, un des phénomènes sociaux très importants qui fait qu'on a une crise du logement, c'est notamment les évolutions familiales, mais notamment les séparations. Quand rapidement un couple se sépare et qu'il faut trouver deux logements, pas forcément en acquisition mais en location, on est sur des réelles tensions, vous évoquiez, sur les offres de logement, et donc il faut pouvoir trouver quelque chose. Donc les réponses, c'est se dire il faut accompagner tout ce qui est projet, y compris qui porte de la location. Et pour les classes moyennes qu'on évoquait, qui ont en effet disparu du marché, c'est de dire, il faut qu'on développe ce qui existe déjà aujourd'hui, c'est les logements en bail réel solidaire. On a, par exemple, sur le quartier République, on a quasi fini là, le premier lot du nouveau quartier République. Dans cette opération, on a un immeuble dans lequel il y a une quinzaine de logements en BRS. Ça fait la démonstration que ça fonctionne. Ce sont des jeunes couples, des familles qui achètent leur premier bien sur l'île de Nantes, et parce que le dispositif BRS permet d'avoir un prix qui défie toute concurrence, on a sous BRS, on a des T5 qui sont à 250 000 euros. Oui, bon, là, ça, c'est des conditions qui permettent d'acquérir un bien. Le logement tel qu'il est, il permet l'arrivée d'un premier ménage, d'une première famille, et il reste encadré dans sa revente pendant jusqu'à 99 ans, ce qui n'était pas le cas des dispositifs d'accession abordable précédents, les PSLA, où au-delà de quelques années, on pouvait revendre au prix du marché. Donc l'investissement de la collectivité disparaissait. Là, on a une vraie solution pour les classes moyennes et les familles dans l'acquisition de biens, et le fait de pouvoir garder des familles en cœur de ville, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On a des objectifs de 700 à 800 logements de ce type par an qu'on accompagne, notamment dans le plan de relance. On va continuer. Et c'est un modèle effectivement à développer. Dernière question, comme un peu de tradition, mais c'est vrai qu'en cette période d'incertitude à la fois politique, économique, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou bien acheter un bien immobilier? Quel conseil vous donneriez? Déjà faire attention où on achète, pour commencer. Enfin, à Nantes, on a parlé un peu d'insécurité tout à l'heure, mais enfin bon, je pense que c'est valable pour toutes les grandes métropoles. Il ne faut pas faire une fixation spécialement sur Nantes. Et je pense que M. Quiraut sera bien d'accord avec moi. Et donc, oui, faire attention effectivement au secteur, au quartier. Voir effectivement si on a des moyens de transport à proximité, mais je sais qu'à Nantes, c'est plutôt bien développé, donc il n'y a pas trop de risques de ce côté-là. Faire attention au commerce, faire attention où sont les écoles.
Et puis, effectivement, regardez un petit peu le DPE. On a vu que ça pouvait avoir quelques contraintes. Le diagnostic de performance énergétique, tout à fait. Il peut y avoir quelques contraintes de travaux éventuellement à réaliser, donc, et qui peuvent être d'ailleurs avoir un impact sur la négociation du prix. Mais voilà, tous ces éléments réunis, effectivement, on peut trouver du bon sans sens. difficulté. Oui, c'est du bon sens. Merci beaucoup, Voilà. Emmanuel Rondeau. Applaudissements pour Emmanuel Rondeau. Eh bien, justement, je vous propose de continuer cette programmation justement pour aller vers le logement neuf, mais aussi la réhabilitation. On parle beaucoup de régénération urbaine. Ça tombe bien, on a le leader sur le plateau. Dans quelques instants, nous allons recevoir pour la séquence justement où on parlait de l'immobilier neuf, la vie ensemble avec nos amis de Nexity Héritage qui vont arriver sur le plateau. Nous allons recevoir le président de Nexity Héritage, Sharon Elbaz, dans quelques instants, tout de suite après ça. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. Et bien, de retour sur le plateau, ici, dans notre bonne vieille ville de Nantes, le soleil s'est invité, ce qui est une très très bonne idée. On est ravis de vous retrouver pour la vie ensemble. J'aime beaucoup cette chronique, la vie ensemble avec nos amis de Nexity. Ça tombe bien, nous avons le président de Nexity Héritage qui est avec nous. Bonjour, Sharon Elbaz. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. On va évoquer les sujets à la fois de la construction de logement neuf, bien évidemment, puisque vous êtes le promoteur emblématique qui prônait depuis maintenant plusieurs dizaines d'années le logement abordable. Vous êtes d'ailleurs le leader en matière de logement abordable et vous évoluez avec la marque Nexity Héritage vers ce qu'on appelle la régénération urbaine, la réhabilitation. Je vais vous demander juste une chose. C'est historique, la présence de Nexity sur le territoire. Oui, Nexity est le leader, vous l'avez rappelé, de la promotion immobilière en France et évidemment la présence de Nexity sur le territoire date de plus de 25 ans au travers de ses différentes filiales. Nexity Immobilier Résidentiel dirigé par Loïc Dubernet. Vous avez aussi GFI avec Alexandre Benucci qui est ici. Et donc Nexity est présent depuis des années et construit du logement neuf sur et très le territoire de la métropole. Très ancré dans le territoire depuis plus de 25 ans. Plus de 25 ans avec des projets emblématiques. On était sur le site du Tripode qui est le siège de la direction régionale pour l'Atlantique où on a un quartier mixte avec un hôtel, une résidence étudiante, des bureaux de Nexity. Plus récemment, GFI sur un projet plus à Carquefou, c'est ça, à Carquefou, avec un projet qui réfléchit un petit peu, encore une fois, on est dans le résidentiel, mais on réfléchit à la qualité d'habiter, on réfléchit à la mixité, donc vous avez des bâtiments de logement, il y a du social, il y a du live, il y a aussi du coworking au pied des bâtiments, on s'adapte aussi aux nouveaux modes d'habiter sur tout le territoire. Est-ce qu'on continue, pour être très concret, on en a parlé avec Thomas Quérault, ça tombe bien, c'est vous qui présidez aux destinées du logement et de l'urbanisme ici. Est-ce qu'on construit aujourd'hui à Nantes? Est-ce qu'on continue à produire du logement? Alors, on continue à produire du logement, puisque c'est quand même notre raison d'être. Mais effectivement, à Nantes comme ailleurs, on a parlé, je rejoins les conclusions, monsieur le notaire. Maître Emmanuel Rondeau. Maître Rondeau. Effectivement, on est dans une période de crise de la demande, de la solvabilité. Donc on n'a jamais vendu aussi peu de logements neufs et on est à des chiffres grosso modo à l'échelle de la métropole. Il y a encore 2-3 ans, ils se vendaient 1200 logements. Aujourd'hui, on est à moins de 500. Donc avec un sujet, on arrive de moins en moins à produire de logements et on n'arrive pas à les vendre. Effet solvabilité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un décrochage qui joue en plein de la solvabilité. Ce qui faisait le cœur de la clientèle, vous avez rappelé qu'on était le premier promoteur du logement abordable. Tout à fait. Des primo-accédants, etc. On a toujours eu à cœur de loger tout le monde chez Nexity. Et effectivement, avec l'augmentation des taux, alors même si ça va un petit peu mieux, il y a moi je voudrais pas être complètement, on n'est pas négatif, on pense que la situation est compliquée, mais il y a quand même quelques indicateurs de reprise. Oui, par exemple, il y a en lien, il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'effectivement les taux commencent un petit peu à baisser, mais encore faut-il que les gens reprennent le chemin du dialogue qu'ils avaient avec leurs banquiers. Il faut que les banques accordent des prêts, etc., indépendamment du taux. Il faut qu'ils soient solvables. Il y a des dispositifs qui ont été élargis, comme le prêt à taux zéro, qui permettent de solvabiliser. Nous, on fait des efforts pour solvabiliser cette demande. On va lancer une grande campagne à la fin du mois,
qui va aider. On fait des comparatifs ou parfois, dans certains de nos programmes, il est aussi intéressant de louer que d'acheter. Donc on essaye d'accompagner. Tout le monde fait un effort pour solvabiliser cette demande, parce que, on le rappelle, le sujet numéro 1, c'est que les gens ont envie de se porter acquéreur de... Alors, ça veut dire la demande, elle existe. Ça veut dire réinventer des modèles aussi, s'adapter, parce que le pouvoir d'achat, on voit que c'est très compliqué, donc produire aussi des logements écologiquement responsables, socialement inclusifs, économiquement abordables, tout ça, c'est très compliqué. Ça veut dire aussi chez vous que vous repensez des modèles. C'est un vrai programme politique, là. Hein. On repense tout le modèle de production de logements, parce que il faut construire du logement abordable sans renoncer à ce qui fait le logement d'aujourd'hui, c'est-à-dire une certaine qualité d'habiter, en même temps, et je vais en parler avec Héritage, une réflexion complète sur la décarbonation de notre activité, etc. Aujourd'hui, la production de logement devient une équation à de nombreux inconnus, c'est un exercice complexe, mais qu'on essaye de... Mais Sharon Elba, je voudrais qu'on entre, pour ceux qui nous écoutent, dans le concret du marché, on a bien compris. Et vous avez raison de dire une chose. Et là, je le dis devant tout le monde, il y a souvent un procès négatif et injuste qui est fait à l'encontre des promoteurs. Ce ne sont pas les promoteurs qui sont contributeurs de la hausse des prix. Il faut savoir qu'on a un coût des matériaux, un coût de main-d'œuvre et surtout, un coût de l'empreinte foncière qui est très élevé. Et donc, il y a aussi une réflexion qui ne peut être que politique pour endiguer cette surenchère sur le foncier, qui est quand même la matière première. Je vous vois opiné du chef, donc vous êtes d'accord avec moi, Thomas. Il faut vraiment qu'on ait un truc, ne serait-ce que sur une... Non, mais pour vous dire, ne serait-ce que sur une réflexion d'une fiscalité sur laquelle on marche sur la tête, hein, sur le foncier, pour justement libérer un peu plus de foncier. J'aimerais qu'on parle des prix, si vous voulez bien. Quel est le marché immobilier aujourd'hui dans le neuf? À quel prix moyen du mètre carré? Vous avez des statistiques sur le sujet à Nantes aujourd'hui? Aujourd'hui, les chiffres qu'on a donnés, on est autour de 5 200 euros TTC à Nantes et 5 000 sur le reste de la métropole, avec évidemment... Maître Rondeau en a parlé, des marchés qui sont différents. Enfin, c'est les chiffres, les ordres de grandeur. En termes de... On voit que ça rejoint pas mal l'ancien. Oui. Vous avez évoqué le marché de la location, parce que l'avantage de louer dans le neuf, c'est que justement, on a un produit d'hyper bonne qualité. Tout à fait. On n'a pas de problème de source énergétique et d'économie d'énergie, puisque c'est déjà travaillé. Vous êtes même l'un des rares promoteurs à avoir même devancé. Quand vous étiez soumis à la RT 2012, on est passé à la RE 2020, on a remplacé le T par le E. Vous aviez même devancé, puisque vous étiez déjà prêt pour la prochaine trajectoire 2028-2030. On est à 2025 déjà. Oui, 2025. On est à combien au prix au mètre carré? On loue à combien dans le neuf? C'est autour de 18 euros à le mètre Nantes carré. Et 15 euros mensuel sur le reste de la métropole. Oui. Ah oui, quand même, c'est pas... Oui, mais vous avez... on est sur des prix presque on est venu tout à l'heure à la tension sur le marché locatif, etc. Et donc, on parlait de l'attractivité de Nantes. On le rappelle, et Véronique Bédag, notre présidente, le rappelle partout. C'est-à-dire le logement, c'est un élément principal de l'attractivité. Le nombre de maires qu'on peut rencontrer qui nous disent « ma ville est attractive, des entreprises s'installent, l'emploi n'est pas un sujet et on n'arrive pas à loger ». Et ça va finir par être un problème. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait, et Thomas l'a rappelé, que c'est un sujet national. Comment on fait, Thomas Quérault, pour le foncier? Pour libérer les fonciers? Non, mais la vision politique. Ce que vous maîtrisez, je sais que vous le faites, vous jouez le jeu, ça, il n'y a pas de souci. Mais comment on fait sur le foncier, notamment le foncier diffus? Je pense qu'il y a deux sujets sur le foncier. Ça fait partie des choses qui nous ont été dites dans le cadre du débat sur la fabrique de nos villes par les habitants, les participants, qui étaient de dire faites quelque chose sur le foncier. Il y a une autre manière d'envisager les choses. Ça veut dire, de notre point de vue, qu'il faut effectivement s'engager plus fort sur une question de régulation foncière des prix. Donc on a pour ça décidé de mobiliser jusqu'à 2026 60 millions d'euros pour pouvoir acquérir du foncier et travailler différentes choses. Plutôt d'abord vers les bailleurs sociaux, mais les bailleurs sociaux, ils peuvent aussi travailler. Je sais que c'est des choses que sur lesquelles je travaille à Nantes Métropole Habitat. Pourquoi pas aller vers de la VFA inversée, c'est-à-dire que le bailleur social, il fait le chantier et puis à un moment, il revend pour peut-être. Donc on peut maîtriser le coût du foncier, en tout cas, c'est ce que. On peut. Il faut le faire et donc derrière, ce sera, on vend au lieu que ce soit les bailleurs sociaux qui achètent 25% d'un immeuble pour faire du logement social, on pourrait vendre une partie des logements qu'on a construits aux promoteurs qui eux le commercialiseraient. C'est une première réflexion. Sur le foncier, il y a aussi un deuxième niveau, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un rôle de la collectivité, il y a peut-être aussi un enjeu d'autorégulation dans le monde de la promotion, parce qu'on voit un certain nombre de projets qui arrivent et les promoteurs nous disent bah voilà, j'ai ce projet-là, mais bon, moi je peux pas sortir si j'ai pas tant de SP et tel niveau de prix.
parce que à un moment, la référence de prix elle est trop chère. Quand il faut acheter 4 maisons, surface plancher. Surface plancher. Quand il faut acheter 4 maisons à Nantes pour faire une opération, 4 maisons, on peut arriver à 2 millions d'euros. Bon, 2 millions d'euros de charges foncières, 4 fois 500 000, et j'ai encore, monsieur Rondeau me dit que c'est, donc voilà, c'est un minimum, mais je le sais parce qu'en tant que bailleur social, on peut être aussi amené à regarder ça. Donc, la question des références de prix entre promoteurs et d'une forme ce qui est naturel, hein, d'effort pour dire, c'est moi qui, et donc. C'est quoi? C'est bonjour 40, au revoir 60 ou? C'est des démarches qui sont faites vis-à-vis de personnes qui sont vendeurs, et puis à un moment, quand quelqu'un est passé, qu'on lui a dit, votre maison elle vaut 550 000, celui d'après qui dit, mais non, moi je peux le prendre, mais ça serait à 400, il dit, non, je vends pas. Donc ça fait monter les prix, vous le voyez souvent, ça, oui. Oui, j'ai un certain nombre en tête un certain nombre de projets aujourd'hui qui pourraient sortir, sauf que la charge foncière des opérateurs elle est trop élevée, elle ne permet pas la sortie de l'opération. Alors c'est très bien que vous le disiez, puisque effectivement c'est un vrai sujet. Les promoteurs sont-ils à la source parfois d'une surenchère un peu délétère finalement, qui sont des fabricants fonciers? La parole du promoteur. Je vais en dire deux mots. Le foncier en France, jusqu'à preuve du contraire, il y a quelque chose qui s'appelle la propriété privée. Donc chaque fois qu'on est face à un propriétaire privé, il fixe librement son prix, et effectivement on est dans un secteur concurrentiel. Et tout est dans le dialogue avec la commune, qui est capable de dire, sur ce foncier, je suis capable d'accepter. Il n'y a pas de surenchère, il y a concurrence sur des fonciers. Mais là, on parle d'un type de foncier très précis. Quand on reconstitue un foncier à partir de maisons, etc., on parle de diffus. Moi, aujourd'hui, chez Nexity Héritage, on est sur d'autres échelles de régénération. On va parler du site Carrefour, etc. C'est pas la même échelle, Il faut réfléchir au foncier au sens large du terme. C'est-à-dire un bâtiment qu'on réhabilite, dont les usages sont obsolètes. On va le transformer, on va créer du logement à partir d'usages obsolètes. Sharon, reconnaissons que dans le diffus, c'est pas le cas. C'est le point de départ, le foncier. Il y a effectivement une surenchère qui est spéculative, parce que, effectivement, je peux comprendre le promoteur, c'est sa matière première. Votre collègue, il nous dit que ça vaut 350. Moi, je vous en propose 400. Parce qu'ils veulent, effectivement. Donc, forcément, je me mets à la place du propriétaire. Faut être très clair, c'est pas. Alors, justement. Cette surenchère, si je peux me permettre, Sylvain, c'est beaucoup atténué avec la crise de la demande. Aujourd'hui, les équipes, on passe des comités d'engagement, spéculent un peu moins sur les prix de sortie. Alors, vous, chez Nexity, vous êtes très axé sur les innovations. Vous avez un truc que moi, je trouve remarquable, c'est l'opération que vous avez fait avec Carrefour. Vous êtes en train de transformer des centres commerciaux avec des parkings qui étaient à l'époque en zone périurbaine, qui par l'extension urbaine se trouvent maintenant dans la ville, et vous allez en faire de la mixité d'usage et de la mixité fonctionnelle. C'est un vrai chantier d'innovation. Vous êtes d'ailleurs pas loin de toutes les autres innovations, parce que vous avez été également le seul promoteur de faire ce qu'on appelle un permis de construire à double entrée avec le village des athlètes, notamment pour les Jeux Olympiques. Expliquez-nous ce projet de régénération urbaine. Deux mots sur Nexity Héritage. On a considéré depuis quelques années, ça fait très longtemps qu'on fait de la régénération urbaine, mais on a voulu donner un peu plus de visibilité, cristalliser autour d'une marque qui est Nexity Héritage, qui reprend tous les métiers de la régénération urbaine. La régénération urbaine, c'est quoi? C'est la transformation de l'existant. Donc vous avez parlé tout à l'heure du déjà là, donc on l'a toujours pris en compte ce déjà là, notamment dans les grands projets urbains, mais c'est tout ce qui concerne la réhabilitation et tout ce qui concerne les fonciers qui sont déjà artificialisés, c'est-à-dire tout ce qui concerne une matière qui est déjà présente, que l'on va transformer. Alors ça a un coût, ces transformations, entre un foncier pollué, un immeuble qu'il faut transformer avec des coûts de construction qui sont forcément souvent plus élevés que le neuf, et tout ce coût de transformation doit être absorbé par la sortie commerciale qui peut être très variée. C'est-à-dire que on peut faire des hôtels, on fait des quartiers mixtes. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer à l'échelle du quartier quelque chose qui soit 100% résidentiel, monofonctionnel. À l'échelle de l'immeuble ou du quartier, aujourd'hui, on ne pense que mixité des usages. Et ces deux objectifs fondamentaux, et j'en viens sur Carrefour, Sylvain, je suis un peu long, les deux points fondamentaux, c'est la décarbonation de notre activité. Je veux dire, quand vous transformez l'existant, aujourd'hui on réfléchit en termes de cycle de vie des bâtiments, le fait de ne pas démolir, vous avez une empreinte carbone qui est 40% inférieure. Par nature, la réhabilitation est vertueuse. Ça ne suffit pas et il faut aller plus loin. Et le deuxième point, c'est la révolution des usages. Une ville qui se transforme pas, qui s'adapte pas aux nouveaux usages, est une ville qui est nécrosée. Donc la ville, et notamment en cœur de métropole, et on le fait pas encore à Nantes. On n'a pas beaucoup de projets, mais dans d'autres métropoles régionales, etc., ou à Paris, le cœur de métropole aujourd'hui, on imagine
la réhabilitation comme la règle et la démolition comme l'exception, parce que tout n'est pas transformable et réhabilitable. Est-ce que ça veut Donc, dire qu'on va Carrefour, passer d'un urbanisme de construction à un urbanisme de transformation? on ferait les deux. Très bonne On est question. toujours sur une réflexion, que ce soit du neuf ou de la réhabilitation, une réflexion aiguë sur les usages. Les usages, c'est quoi? C'est les besoins des gens. Et le dialogue qu'on a, qui est très fécond, parce que c'est une coproduction avec les collectivités locales, sur définir ensemble les usages de demain. Quand au cœur de Paris, on transforme des parkings qui sont aujourd'hui obsolètes, on les transforme en logements sociaux, on répond à un besoin et on substitue un besoin Rassurez-moi, obsolète à un quand vous dites nouveau. les parkings pas en sous-sol, Non. on fait pas d'accord. C'est des parkings, les petits garages, en fait, on appelle ça des parkings, Oui, les petits garages services qu'on avait au cœur de ville, etc. On Bien les sûr. transforme et c'est tout un travail. Donc Carrefour, c'est une autre échelle qui est intéressante parce que la régénération urbaine, c'est pas forcément de la réhabilitation, c'est beaucoup de réhabilitation au cœur de métropole. Carrefour, c'est un industriel de la distribution qui rencontre le premier promoteur français et qui lui dit on va réfléchir à régénérer, c'est-à-dire repositionner au niveau des usages nos sites qui sont de tailles très différentes. Donc on a un portefeuille de 76 sites sur toute la France. Et à l'échelle de la métropole nantaise, on a 2 sites sur lesquels Nexity Héritage travaille en particulier en lien avec la filiale régionale. Lesquels? On a Saint-Herblain. Le Très carrefour Saint-Herblain, intéressant, c'est l'entrée de ville de Nantes, l'entrée ouest, c'est le nord de la Loire, et il y a toute une ZAC autour qui s'appelle la ZAC de la Baule, et on réfléchit avec la mairie, c'est long, etc., pour se dire quoi? Se dire, c'est le carrefour qui était un hypermarché, il a été rattrapé par la ville, il y a des mobilités, on n'est pas au milieu de nulle part, et aujourd'hui, cet hypermarché, c'est devenu un hypermarché de proximité. 40% du chiffre d'affaires est fait par des gens qui viennent à pied, qui remplissent pas leur caddie, qui viennent 2-3 fois par jour. Donc on s'est retrouvés, et donc nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de s'adapter aux mutations de la ville. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de recréer un quartier mixte, le Carrefour avec sa galerie marchande, etc. Tout ça est un peu obsolète. On crée une meilleure commercialité, on crée un quartier avec tout le parcours résidentiel. En fait, vous si on peut mettre de l'étudiant, du logement, etc. En fait, vous réintégrez quelque chose qui était monofonctionnel dans un quartier mixte, dans un quartier plurifonctionnel. Et on le fait avec la ville. Avec des usages. Parce que ce qui est important, c'est la couture urbaine. On ne vient pas, Bien sûr. stylo, créer. Bien sûr. Et on a un deuxième projet à Couéron. Et Couéron, c'est un... Vous êtes au courant de ces projets, Thomas Clément? Bah, Vous connaissez ces projets? Je ne livre pas les permis de construire sur les Oui, oui. communes, Non, mais c'est pour ça oui. qu'on travaille à Oui, l'échelle c'est de la ça. métropole. En fait, on travaille avec les services de la métropole, les PLUI, etc. C'est hyper ingénieux On de travaille avec les travailler. villes. Oui. Et en fait, à Couéron, c'est une problématique urbaine qui est très différente puisqu'on est en cœur de ville. Là, on est dans une problématique de centre-ville, etc. Et donc, la réflexion, c'est... On est assez agnostique sur les usages, entre guillemets. Ça peut être du logement, y compris le résidentiel sous toutes ses formes. On travaille le BRS, on travaille le logement intermédiaire, on travaille de l'accession, on travaille du social. Évidemment, on adresse la problématique de coworking avec le télétravail, etc. On adresse la commercialité. Et tout ça, c'est de la régénération urbaine. Juste une question très sur rapidement, vraiment, là. oui, mais je pense que c'est important sur l'immobilier, c'est Radio Imo et c'est Figaro Immobilier. Pour donner aussi envie d'investir dans l'immobilier, il va y avoir un dispositif qui s'appelle le Pinel, qui doit prendre fin 31 décembre 2024. Normalement, il n'y a rien derrière, tous les deux. Ah, il y a rien, J'aimerais bien sûr. avoir votre point de vue, votre Parce qu'aujourd'hui, idée. il y a Faut-il prolonger ce dispositif ou en imaginer un nouveau pour inciter à investir dans l'immobilier? Quand on parle d'investissement, c'est aussi des gens derrière, des locations, et c'est bien aussi pour le bâtiment, pour l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Thomas Quérault. Vous seriez favorable à un dispositif fiscal qui booste Alors, la réponse, là, moi, je laisserai peut-être plus le promoteur décider si c'est intéressant ou pas. En tout cas, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui se dessiner sur le monde de l'immobilier, c'est globalement une forme de financiarisation. Depuis quelques mois, Action Logement et la Caisse des dépôts ont eu la commande de remplacer les acheteurs individuels pour acheter des stocks, une partie, une dizaine de milliers en tout cas, quelques dizaines de milliers, le plan 30 pour pouvoir le débloquer et puis livrer des opérations en location. Aujourd'hui, moi je pense qu'on a besoin au-delà de la question des propriétaires occupants, qu'on a besoin d'avoir des logements qui sont en location, parce que au-delà de l'effet actuel sur la difficulté d'accès au crédit, il y a des gens qui
peuvent faire le choix ou qui ne veulent pas être propriétaires, ils doivent pouvoir accéder à des logements en location. Et on constate que le stock n'est pas suffisant, que donc il faudra en construire du neuf en location. Donc besoin d'investisseurs privés. Il faut bien que quelqu'un, alors est-ce que ce sont des investisseurs privés individuels ou de l'asset management, des institutionnels, ou des je ne sais pas. privés. En tout cas, on a besoin de ce relais-là, puisqu'on doit avoir autant, dans un monde, je dirais, normal, la possibilité de pouvoir acquérir son logement, mais pouvoir accéder aussi à des locations, dans l'ancien comme dans le neuf. Tout à fait. Sharon Elbaz. Tout à fait d'accord. Moi, Très rapidement. il faut tout ça en même temps. Voilà, la solution miracle n'existe pas. On parlait de 500 000 logements tout à l'heure. Le plan Action Logement et CDC, c'est 30 000 logements. C'est bien. Ça permet à certaines opérations de sortir. Ça permet d'offrir des logements à la location. Ça a permis, c'est vrai, aux promoteurs de se délester d'un certain nombre d'opérations dans lesquelles on ne se déleste pas. C'est-à-dire que nous, on introduit une certaine... on parle de parcours résidentiel. Non, mais parcours résidentiel, faire du logement intermédiaire, ça a du sens. Mais plus globalement, il est vrai, ça c'est un problème national, vous parliez tout à l'heure du gouvernement, l'investissement dans l'immobilier est le parent pauvre de l'investissement en France. Et la fiscalité de cet investissement doit être la même que celle des autres produits. Vous avez raison, mais c'est assez récent, effectivement, c'est assez récent, ça date depuis l'élection d'Emmanuel Macron, je peux le dire, puisqu'on a congédié l'ISF. C'est une obsession. Mais attendez, on congédie l'ISF pour faire l'IFI. Et ensuite, on réduit les marges de manœuvre, notamment une première chose qui pourrait doper éventuellement la construction de logements neufs, c'est la baisse de la TVA. Et c'est aussi le fait de reconnaître, par exemple, un produit de première nécessité. Moi, je me rappelle une communication que vous aviez fait chez Nexity, où vous demandiez aux gens s'ils pouvaient se passer de sucre. Vous vous rappelez de cette communication ? Les gens disaient, oui, vous pouvez. Est-ce que vous pouvez pas vous passer de votre logement ? Non. C'est quoi la différence entre les deux ? Le sucre est considéré comme un produit de première nécessité avec une TVA à 5%, et le logement avec une TVA à 20%. Donc tout est là, et tout est dit de ce point de vue-là. D'ailleurs, vous le savez, la Cour des comptes vient de livrer un rapport dans lequel il reconnaît tout à fait les effets très positifs sur la production de logement du dispositif Pinel. Voilà, tout est dit. On n'était pas obligé, parce que c'est depuis 40 ans, ça n'avait jamais été le cas, de mettre fin à un dispositif fiscal qui dopait la construction et donc l'investissement immobilier. Je rappelle quand même que les promoteurs privés fournissent 53% de la production de logements sociaux en France et que les locataires du parc locatif privé, les 62%, seraient éligibles au logement social. Donc on a besoin, la question est simple, c'est pas une question de point de vue, on est d'accord Olivier. C'est un acte acte citoyen même. Des millions d'investisseurs privés locatifs, je vois que Maître Rondeau est d'accord avec moi et c'est une vérité. Donc là, qu'est-ce qu'ils prennent aujourd'hui les petits propriétaires ? Ils prennent une grosse claque. Voilà. Et donc, il faut désigner aujourd'hui une cause, parce qu'une fois qu'on a désigné la cause, on pourra s'apprêter à des solutions extrêmement concrètes. Applaudissements pour Sharon Elbaz. Merci. Restez avec nous. On va enchaîner, les amis, et merci encore une fois de votre vigilance et de votre patience dans le public, et surtout n'hésitez pas, sur l'émission à mettre vos commentaires et de liker avec beaucoup de bienveillance. On va parler maintenant d'un sujet crucial, et ce sera notre dernière séquence avec nos amis d'Elio, bien mieux sur la rénovation énergétique. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, bien mieux avec Elio. Toujours ici à Nantes, frais et dispo, garde à vous pour parler des sujets de la fabrique de la vie, des sujets qui vous concernent et qui nous concernent tous, parce que je peux vous dire que quand c'est mal géré, notamment les problématiques de rénovation énergétique, ça nous pourrit la vie au quotidien. Ça tombe bien, on a un spécialiste sur le plateau, il nous accompagne depuis quelques années maintenant. En un mot, c'est le meilleur, c'est Pierre-Marie Perrin. Merci de ce gentil compliment, Sylvain. Je vais essayer d'être à la hauteur aujourd'hui. Non, mais attendez, vous êtes doué, vous assumez. Vous êtes directeur des affaires institutionnelles chez Elio Solutions. On va parler de la rénovation énergétique, n'est-ce pas, Olivier ? Oui, absolument. C'est le chantier du siècle aussi. C'est vrai que la rénovation énergétique, très important, et vraiment on a besoin aussi de vos éclairages parce que une sorte de nébuleuse là en ce moment entre les DPE, ce qui doit intervenir au 1er janvier 2025, on va essayer d'y voir plus clair. Tout d'abord, déjà rappeler, Elio, mode d'emploi. Qu'est-ce que c'est Elio ? Alors Elio, on est une société spécialisée dans la maîtrise de l'énergie et on accompagne l'ensemble des consommateurs d'énergie à réduire leur facture énergétique.
Donc ça peut très bien être un particulier qui veut rénover son logement, mais ça peut également être une entreprise qui a besoin de réduire sa consommation énergétique et qui est soumise aussi à des réglementations spécifiques, au décret tertiaire, au décret Bax. Il y a plein de réglementations qui sont rentrées en ligne de mire et en compte aujourd'hui, et puis les collectivités territoriales aussi qui ont besoin de gagner des marges de manœuvre et qui sont soumis aussi à des réglementations et qui ont envie de rénover leur patrimoine. Alors, avant de voir Nantes dans le détail sur le parc de logement, tout d'abord au niveau national, il y a quand même un contexte politique un peu particulier. Il y avait des projets de loi qui concernaient la rénovation énergétique qui sont à l'arrêt. Où en est-on exactement aujourd'hui ? Alors, il y a effectivement beaucoup de projets de loi qui ont été abandonnés avec la dissolution et qui seront, je l'espère, remis au goût du jour avec le nouveau gouvernement. Il y a des signaux qui sont assez négatifs puisque, on l'a vu, les lettres plafonds qui ont été envoyées aux différents ministères par l'ancien gouvernement prévoyait, ou en tout cas prévoit, on espère que le gouvernement revienne, peut-être le nouveau gouvernement revienne dessus, mais plus d'1 milliard de baisse pour MaPrimeRénov'. Donc c'est assez paradoxal, alors qu'au mois de juillet, on a eu un nouveau décret qui vient augmenter l'écrêtement et qui vient permettre de maximiser et d'augmenter les plafonds de financement de la rénovation énergétique. On a là les collectivités aussi qui risquent d'être amputées de leur budget du financement à travers le fonds vert. Donc c'est assez complexe, et en même temps on a la réglementation qui arrive. On a le 1er janvier 2025 avec l'interdiction de location des biens G. Alors attention, interdiction de location, il faut vraiment être très clair là-dessus, c'est au moment de la relocation et à la première location, pas pour les baux qui sont en cours, c'est important de le dire. C'est très important de le dire, et effectivement on est sûr de ça ? Pas les baux en cours ? Alors normalement, pas les baux en cours. C'est au renouvellement du bail. C'est au renouvellement du bail. Et première location. Et première location. Ça pourrait s'assimiler à un bail en cours, puisqu'un renouvellement du bail est inclus dans le principe du... Après, si on pousse la logique un peu plus loin, effectivement, un locataire pourrait interpeller son propriétaire en lui demandant de rénover son logement. Mais dans la pratique, on sait que les locataires vont pas forcément être mis dehors et qu'il va falloir... Oui, mais combien de logements sont concernés ? Oui, mais le locataire peut enjoindre le propriétaire de faire les travaux. Exactement, oui, normalement il pourrait le faire. C'est chaud, hein. Mais bon, en pratique, c'est au renouvellement ou à la prise du bail. C'est ce qu'il faut retenir. Et puis voilà, là, c'est la deuxième interdiction 2025, puis on aura 2028 pour les F et on aura 2034 pour les E. Copropriété, où en est-on ? Alors les travaux en copropriété, c'était un peu le parent pauvre. Bon, il faut savoir que les travaux en copropriété, ils sont plus longs. La démarche est plus longue parce qu'il faut mettre d'accord l'ensemble des copropriétaires, donc il faut être bien accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage, mais les pouvoirs publics, l'ANA a mis des moyens pour que les copropriétés puissent disposer notamment de MaPrimeRénov' CoPro, mais également d'un dispositif privé qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie et qui finance aujourd'hui à quasiment 6 milliards d'euros les projets de rénovation énergétique par an en France. Et c'est un dispositif qui sera amené sûrement, et il devait être annoncé dans les mois qui viennent, ça a été stoppé, donc c'est pour ça que les acteurs de la filière sont en attente des nouvelles dispositions pour s'engager encore plus fort dans le chantier qu'on appelle le chantier du siècle. Alors maintenant, on va s'arrêter sur Nantes, en particulier le parc de logement déjà nantais. Bon élève ou mauvais élève ? Oui. Et Nantes figure parmi les bons élèves. En France, aujourd'hui, on est à peu près dans une moyenne où les logements classés E, F, G, on est plutôt aux alentours de 40-42%. Ah, c'est bien. Et à Nantes, on est à 31%. Et les F et G, c'est 12%. Donc, il y a un travail qui a été fait. Il y a déjà un chemin qui est avancé. Mais il reste encore pas mal de choses à faire, et c'est normal. Mais je sais que la ville et la métropole a pris les choses par le bon bout, et donc Nantes est plutôt classée parmi les bons élèves. Satisfaisant. Oui, ça vous étonne. Je dirais que ça répond aussi à une préoccupation. Avant les DPE, on avait déjà lancé dans certains quartiers des OPA, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, ou des OPA-TB qui travaillent sur le thermique. Et donc, on s'était déjà attaqué sur la dimension confort global, mais du coup qui intègre aussi les questions d'isolation. Donc on n'a pas de secteur où on ait des logements qui a été vraiment dégradés terriblement derrière. En tout cas, en effet, on a l'enjeu de venir accompagner
notamment les copropriétés, mais pas que, dans ces programmes d'ampleur qui sont aussi compliqués parce qu'une copro prend ses décisions une fois par an. Donc si on n'agit pas rapidement, on peut laisser passer un certain temps avant de pouvoir agir. Or, il y a des gains très importants, très réels qui peuvent être faits. La question vis-à-vis de l'État, c'est quel est l'accompagnement pour créer le modèle économique et donner les moyens, peut-être, alors, est-ce que c'est des avances de fonds, de comprendre mieux le maquis des aides, des dispositifs, qui est quand même un système... faut quand même s'engager là-dedans pour bien comprendre ce à quoi on a droit et comment ça marche. Mais c'est un sujet réel qui aujourd'hui concerne à la fois le froid, enfin l'isolation en hiver, mais aussi l'inconfort en été, l'exposition aux effets de chaleur. Donc on a une double réflexion là où précédemment on disait c'est surtout faut économiser de l'énergie en hiver. Aujourd'hui, il faut penser aussi les questions d'exposition. Ça touche aussi l'isolation, des questions de façade. Donc c'est un vrai sujet global à travailler. Le parc de logements à Nantes, combien de logements déjà? On a un peu plus de 128 000 logements à Nantes, et la métropole, il me semble, c'est à peu près 350 000 logements le ratio. Et avec la répartition, locataires 80% déjà d'appartements, c'est à peu près ce qui représente dans l'ensemble des villes de la même taille que Nantes, à peu près les grandes métropoles françaises, c'est à peu près ça le ratio. D'accord. Alors, comme à chaque fois, Elio, vous nous faites une projection, en fait, sur une rénovation. Vous avez choisi 2 exemples. Alors, tout d'abord, une rénovation globale à Nantes. Alors, un exemple, aujourd'hui, on va aborder surtout le thème des copropriétés, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et dans une copropriété à Nantes de 50 logements, d'une surface habitable d'à peu près 4860 mètres carrés, avec un système de chauffage au gaz, on va réussir à passer d'une étiquette énergétique E à une étiquette énergétique B. Pour un montant de travaux d'à peu près 1 600 000 euros, en isolant les combles perdus, en isolant les planchers bas, en mettant en place une VMC, en remplaçant les fenêtres, et en mettant également de la production d'énergie renouvelable avec du photovoltaïque, on arrive à mobiliser 743 000 euros de financement sur 1,6 million. Donc ce qui est énorme, c'est plus d'un tiers. Et donc, pour un reste à charge de 906 000 euros à peu près. Donc c'est beaucoup, le montant des travaux est important, mais le financement que l'on peut aller chercher, si on est bien accompagné, et Elio, on en parle, mais on a un bureau d'études à Nantes qui s'appelle Akea Énergie, qui est basé aux Sorinières, qui fait l'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui va détecter, qui va réaliser les audits énergétiques et qui accompagne notamment les copropriétaires et les syndics de copropriété dans leur démarche afin de se mettre d'accord et d'accélérer, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la rénovation énergétique d'une copropriété, c'est quasiment 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans, donc le processus est très long. Donc il faut être bien accompagné. Et justement, c'est ce que disait Thomas Quérault. Pour décrypter le maquis des aides, etc., il faut des spécialistes qui fassent sur la conduction de projet. Et c'est ce que vous faites avec de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Un grand merci, Pierre-Marie Perrin. Applaudissements. Merci à vous. Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires institutionnelles d'Elio Solutions, pour être avec nous. Il est l'heure de nous quitter. Voilà, c'est la fin de cette émission. On va se retrouver bien sûr le mois prochain. Nous serons à Poitiers, ensuite à Saint-Dizier. On continue notre tour de France. J'aimerais remercier, que vous fassiez, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements à notre invité, notre hôte, qui nous a permis également d'être ici, à la collectivité, à la mairie de Nantes. Merci Thomas Quérault, adjoint à l'urbanisme à la mairie. Prochaine étape, Olivier, c'est Poitiers. Prochaine étape, Poitiers. On remercie toutes les équipes, évidemment. Radio Imo, Figaro Immobilier en force ici, présents. On peut les applaudir aussi. Alors, vous savez que sur Radio Imo, comme au Figaro Immobilier, on vous donne tous les conseils. Il y a quelques conseils qu'on va vous donner. On va faire une petite capsule sur laquelle on va adosser. Dorénavant, on vous donnera comme ça. Alors, cette prochaine capsule, on vous donnera, les amis, des conseils déco. Voilà. Et on aura une spécialiste de la décoration d'appartements, mais pas que, d'hôtels, de restaurants, de centres de coworking, avec beaucoup de goût. On enregistrera cette capsule. Elle est d'ailleurs dans le public. Elle s'appelle Charlotte Bolla. C'est la bonne adresse pour décorer vos appartements, vos immeubles, vos restaurants ou vos hôtels. Et on fera en sorte, avec notre ami Olivier, de toujours essayer de décrypter dans les actualités les bonnes idées, les bonnes adresses dans notre parcours. On vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Les clés de la ville.
Une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.